Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes, bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent depuis Pluton ou Neptune. Je suis parfaitement et particulièrement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. La dernière vidéo était sur L'amour au présent, je crois, et Créature Commando, la série de DC Comics, et sur What If aussi. On s'en rappelle. D'ailleurs, il y a la nouvelle série Spider-Man qui a commencé hier, c'est un énorme banger. Bref. Et on a Captain America dans 2 semaines. Bref, non, aujourd'hui on se retrouve pour parler super-héros. Alors là, vous allez vous dire, oh bah dis donc Captain, tu nous avais habitués à mieux. Et non, parce que c'est ma chaîne et que j'adore les super-héros. Non, une des critiques, une des attaques qu'on fomente le plus, qu'on lance le plus contre moi quand je parle de cinéma super-héroïque, c'est « Mais c'est vraiment des trucs pour enfants, c'est vraiment pas mature ». Pas mature. Le cinéma super-héroïque n'est pas mature. Bien, je comprends qu'on puisse penser ça. C'est vrai qu'au premier abord, des mecs en costume moulant qui lancent des lasers et des missiles contre des méchants, c'est vrai que ça peut paraître un peu con-con comme idée. Je suis d'accord, ça peut paraître un peu très abstrait. Mais le genre super-héroïque a, de par ses séries et ses films, su nous offrir de nombreux moments ô combien matures et ô combien intelligents et poussant à la réflexion sur d'autres sujets et qui sont bien plus grands que leur œuvre. Donc aujourd'hui, on va revenir tout simplement sur 5 scènes. Alors, il y en a 2 de DC Comics et 3 de Marvel qui, pour moi, sont très matures et qui prouvent que le cinéma de super-héros pousse à réfléchir sur autre chose et que c'est quand même bien plus intelligent que ce que les gens essaient de leur faire paraître. Je vais mettre les extraits, je pense, un peu en entier pour que, voilà, il y a des propos et des scènes qui peuvent être un peu violentes, hein. Donc, si vous êtes un jeune enfant, skippez les scènes, évidemment. Quoi d'autre? Je mets les scènes en anglais, alors sauf une scène. Il y a une scène qui sera en français, mais sinon, tout le reste sera en anglais pour... évidemment apprécier la qualité de l'acting et des dialogues. Donc voilà, de toute façon on va en parler, et puis c'est des scènes qui sont extrêmement connues, donc normalement vous devriez les connaître si vous suivez un petit peu ma chaîne. Donc voilà, essayez de regarder les scènes en entier pour vous mettre dans l'ambiance, et puis après on en parle. On commence avec la première scène. Nous autres, habitants de cette planète, avons toujours cherché un sauveur. 90% des gens croient en l'existence d'une force supérieure. Et toute religion croit en une forme de figure messianique. Et lorsque ce sauveur consent à descendre sur Terre, on voudrait qu'il se soumette à nos lois? Nous devons comprendre qu'il y a révolution conceptuelle. Il nous faut aller au-delà de la politique. Cet individu est-il soumis à une quelconque contrainte morale? Nous avons le droit international. Sur notre terre, la moindre action est politique. Est-il véritablement si surprenant que l'homme le plus puissant du monde soit l'objet de controverses? Qu'un individu s'adonne à des interventions qui sont normalement du ressort d'un État, cela nous invite à réfléchir. L'histoire montre que l'homme a une affreuse propension à suivre les gens dotés de grands pouvoirs sur des voies qui conduisent à d'énormes atrocités. Depuis toujours, nous créons des idoles à notre image. Et, disons-le, nous nous projetons sur lui. Il n'est peut-être pas en vérité une sorte de personnage démoniaque ou christique. C'est peut-être juste un gars plein de bonnes intentions. Nous avons affaire à un être dont l'existence même remet en cause l'ordre de nos priorités dans l'univers. Déjà, Copernic, en son temps, avait replacé le Soleil au centre de l'univers connu et ainsi rétrogradé la Terre. Et plus tard, l'évolution darwinienne nous a appris que nous n'étions pas exceptionnels sur Terre, que nous n'étions qu'une forme de vie parmi d'autres. Et aujourd'hui, nous apprenons que dans l'univers, au sens large, nous ne sommes pas exceptionnels non plus, car il y a Superman. Il est bien là, un extraterrestre parmi nous. Nous ne sommes pas seuls. Vous êtes sénatrice des États-Unis. Est-ce que, à titre personnel, vous vous verriez dire à des parents endeuillés « Superman aurait pu sauver votre enfant »
Mais par principe, nous avons souhaité qu'il n'intervienne pas. Je ne dis pas qu'il ne doit pas intervenir, mais qu'il ne doit pas le faire unilatéralement. Mais alors la véritable question c'est, devons-nous absolument avoir un Superman? Mais nous l'avons. La première scène, c'est une scène donc de Batman versus Superman, hein, vous l'avez vu, sauf ma pote Alinor qui ne l'a toujours pas vu alors qu'elle a adoré Man of Steel, c'est quelque chose qui me un petit peu. Bref, oui, je tanne ma meilleure amie pour qu'elle regarde des films parce que sinon c'est une catastrophe. Batman versus Superman est un chef-d'œuvre. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est un film qui se passe donc après Man of Steel et qui commence sur littéralement une scène d'attentat. Ça commence, on nous présente donc Batman, Bruce Wayne, dans les rues de Metropolis, en essayant d'aller aider les survivants, notamment ses employés. Et la scène nous est filmée, cette introduction, nous est filmée comme l'attaque du 11 septembre. C'est littéralement le parallèle qui est fait. Et donc, c'est de là que vient la haine de Batman, c'est que Superman, il a beau sauver des gens, c'est quand même un énorme danger public. Je suis en train de décéder, j'ai le scorbut. C'est quand même donc un énorme danger public qui a des pouvoirs quasi divins, qui pourrait détruire la planète s'il le voulait en une heure, il pourrait annuler l'espèce humaine. Et c'est donc tout le nœud du problème, tout le débat que possède le film, c'est est-ce que Dieu doit se permettre d'être parmi nous? Parce qu'il y a tout un parallèle, déjà dans les bandes dessinées, mais surtout dans ce film, qui est fait entre la figure de Superman, qui, dans certains pays, dans le film, commence à être vu comme une figure divine, une figure messianique presque, comme quelqu'un de divin. Et donc cette scène que je vous ai passée, ce n'est pas vraiment une scène à proprement parler, c'est plutôt un enchaînement de petites scènes, mais ce qui est important, c'est le fond, c'est le dialogue qu'il y a derrière. C'est, finalement, est-ce que Dieu doit exister? Parce que, donc, Superman, dans cette scène, on le voit sauver des gens, un peu partout sur la planète. On le voit aider un paquebot en Antarctique, on le voit sauver une fusée, on le voit, au début du film même, on le voit arrêter des terroristes au Moyen-Orient, parce que sa petite amie était dedans, aussi ça. Et donc, toute la question que pose ce film, question qui sera aussi posée par un autre film Marvel, un autre film, virgule, Marvel cette fois-ci, Civil War, c'est les super-héros sauvent des gens. C'est vrai, on ne peut pas le nier, les super-héros sauvent des gens. Néanmoins, ils font énormément de dégâts physiques, matériels, personnels. Il y a des morts malgré tout, parce que ça, c'est un truc que, par exemple, j'arrivais pas à comprendre quand j'étais petit, mais les super-héros, même quand ils sauvent des gens, ils ne peuvent pas sauver tout le monde. Donc il y a forcément des morts, des dommages collatéraux. Et les gouvernements, au bout d'un moment, ils se disent « Ouais, mais alors... et voilà vous pouvez pas bosser pour nous plutôt parce que vous faites beaucoup de dégâts. » Et c'est là toute la question, notamment dans l'Amérique actuelle. C'est un film, Batman vs Superman, qui est très actuel. C'est est-ce que les super-héros, notamment Superman, doivent travailler pour le gouvernement? Est-ce que ça doit devenir une force d'action publique et non privée? Parce que Superman, il y a du danger, il y va. Il y a des méchants arrêtés, il y va. C'est ça la question. Et donc, toute la question qui se pose, c'est tout le nœud du problème, c'est ça. Et c'est ce qui va mener en même temps aux manigances dans le film de Lex Luthor qui fait tout pour faire de Superman un ennemi, quitte à poser un procès pour le rendre responsable des événements de Man of Steel. J'avais d'ailleurs hésité à vous mettre la scène du procès, mais je la trouvais trop courte et pas assez intéressante dans l'angle par lequel je voulais parler du film. Mais ça reste une très bonne scène aussi. Il y a une scène aussi que j'ai beaucoup réfléchi. En fait, hier soir, j'ai vraiment passé 1h30 à regarder plein de scènes de films pour savoir lesquelles je pourrais parler dans quel film. Et il y a une très courte scène dans Batman vs Superman où donc, la mère humaine de Superman, Martha Kent, évidemment, lui dit sois leur sauveur, Clark, sois leur dieu, ou ne sois rien de tout ça. C'est une planète à laquelle tu ne dois rien. Et je trouve déjà que c'est un dialogue qui est pas mal écrit. Et c'est pour moi cette scène qui résout tout, en fait. C'est une scène qui explique que, en fait, Superman, il s'en fout de tout. Il ne peut pas être tué, dans tous les cas. Il y a la kryptonite, mais ça, c'est un autre sujet. Et en fait, si il a été élevé
pour sauver des gens, ils sauvent des gens. Les humains, dans tous les cas, les humains te critiqueront dans tous les cas, dans tout ce que tu fais. Parce que ça met les gouvernements face à ces failles. Là où le gouvernement ne peut pas intervenir, ou ne veut pas intervenir, Superman y va, il règle le problème. Et du coup, le gouvernement est en mode, non. Et il y a aussi des phrases que je trouve, qui a été prouvée dans milliards de films sur milliards de sujets différents, c'est les humains craignent, ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ça, c'est une peur qui est innée un peu chez l'être humain, qu'il faut apprendre à se débarrasser d'ailleurs, parce que c'est ce qui mène au racisme. C'est, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qui mène à Superman et à Lex Luthor qui, lui, a une xénophobie vis-à-vis des extraterrestres et des super-héros. Surtout des extraterrestres. Hein. C'est beaucoup plus clair dans le comics que dans cette version du film. Mais du coup, voilà, c'est ça qui vraiment nous montre une véritable dualité chez les humains entre ceux qui veulent que Superman soit Superman et ceux qui veulent tout simplement que Superman travaille pour le gouvernement. Et d'ailleurs, ça mène à cette phrase prononcée par le présentateur télé, c'est « Superman aurait pu sauver votre fils, mais nous n'avons décidé qu'il ne le fasse pas. » Moi, c'est une phrase qui, encore aujourd'hui, résonne en moi, parce que je trouve que c'est une phrase qui a tellement plus d'implications politiques que voilà. Donc, le côté les films de super-héros, ils sont devenus woke et politiques. Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été depuis le début. Voilà. On passe à la scène suivante, puisque là, je suis déjà à 9 minutes sur Batman vs Superman. Il faudrait peut-être changer. Tu veux expliquer ça aux orphelins et aux veuves des hommes que tu as tués? C'est comme ça que tu vois les choses. Je suis qu'un connard, un taré qui vide son chargeur sur n'importe qui dès qu'il en a envie. Oui, c'est exactement ce que je pense. Ah ouais. Tu te vois autrement, toi? Ce que je vois, c'est que les gens que je descends méritent pas autre chose. Tu as laissé des hommes pendus à des crocs de Eh ben, boucher. ils s'en sont bien tirés, si tu veux mon avis. Tu as criblé de balles un hôpital. Et tous ceux qui ont pris un pruneau le méritaient. Oui, bien sûr, et toi? Raconte-moi un peu, Franck, comment ça se passera le jour où quelqu'un estimera que tu le mérites? Tu veux que je te dise? Ils ont pas intérêt à me rater. Allez, tu te comportes dans cette ville comme sur un putain de stand de tir. Et toi, qu'est-ce que tu fous? À quoi tu joues? T'es comme un gamin sur un terrain de jeu, t'attrapes les méchants à coups de poing, tu les jettes en prison et tout le monde te prend pour un héros, c'est ça? Et un mois après, une semaine après ou le lendemain, les revoilà dans la rue, les mêmes qui recommencent, les mêmes Et la saloperies. solution pour toi, c'est de les envoyer à la morgue? Ouais, c'est exactement ça. T'as jamais eu des doutes, Franck? Alors là, pas le moindre. Vraiment? Tu t'es jamais dit ne serait-ce qu'une seconde? Merde, je viens de tuer un être humain. Ce serait beaucoup trop généreux. Un être humain qui a fait un tas de conneries, bien sûr, peut-être beaucoup de mal, mais qui avait une étincelle de bonté en lui, tu comprends? Une toute petite étincelle, mais quand même, Franck. Et toi, tu arrives, et cette petite étincelle de lumière, elle est étouffée à tout jamais. Je pense que tu as tort. Sur quel point? Sur tous. Pour moi, il n'y a rien de bon dans la vermine que j'écrase, voilà ce que je pense. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je le sais, c'est tout. Regarde autour de toi, cette ville pue, c'est un égout. Elle schlingue, elle pue la merde, et cette puanteur m'empêche de respirer. Je pense que ce monde a besoin d'hommes capables de faire le grand nettoyage. C'est des conneries, tout ça, tu dis n'importe quoi, et tu le sais très bien. En attendant, moi je fais ce que t'es un foutu de faire. Quand tu mates des mecs, ils se relèvent, moi quand je les mate, ils restent à terre. C'est du définitif. Je vais être sûr de plus les voir sonner dans les rues, et je suis fier de ça. Simple question, Quoi? alors. T'en fais quoi de l'espoir? Oh, tu fais chier. Allez, Si on parlait du Père Noël, tu veux qu'on parle du Père Noël? Moi aussi, je vis dans le monde réel, et j'en ai eu la preuve. De quoi? Que la rédemption, ça existe. C'est possible. Les personnes que tu as tuées méritaient une seconde chance. Continuer à violer et à tuer, c'est ce que tu veux? Non, pas du tout. Pour essayer encore, Franck. Pour essayer. Et si tu ne comprends pas, c'est qu'il y a définitivement quelque chose de cassé en toi, et que tu es totalement déséquilibré. Qu'est-ce que t'as dit? Tu es détraqué, Franck. C'est évident. Tu crois que Dieu a fait de toi un peloton d'exécution à toi tout seul. Mais tu te plantes. Il y a de la bonté en chacun de nous, même en toi. Et tu vas être obligé de me tuer, parce que tu m'auras toujours sur le dos, tant que je t'aurai pas neutralisé. Tu veux savoir pourquoi? Je t'écoute. Parce que tu es malade. La deuxième scène, Daredevil, saison 2. Alors, la saison 2 de Daredevil... Bon, déjà, Daredevil est la meilleure série de super-héros de tous les temps. Mais de tous les temps. Vraiment, je pèse mes mots. J'aime beaucoup Hawkeye, j'aime beaucoup WandaVision, Falcon et Soldat de l'hiver, dont on reparlera juste après. Mais honnêtement, c'est pour moi clairement le chef-d'œuvre de mise en scène, d'écriture, d'interprétation, d'éclairage. La photographie est magnifique. J'ai un peu de problème avec la seconde partie de la saison 2.
avec tout ce qu'il y a avec les ninjas et Elektra, ça a tendance à me faire un peu chier. Par contre, la première partie avec le Punisher, c'est pour moi, c'est exceptionnel. Et alors la saison 3, je vous en parle même pas. Donc imaginez ma hype sur la nouvelle saison de Daredevil qui arrive au mois de mars. Boulou, boulou, boulou. Non, donc cette scène nous confronte le Punisher et Daredevil. Daredevil a été capturé par le Punisher. Je parlerai peut-être un jour du Punisher, j'en ai déjà parlé parce que c'est pour moi un de mes super-héros préférés dans mon top 5. Parce que c'est un super-héros qui est tellement, enfin un justicier qui est tellement mal compris par les gens. C'est-à-dire que le Punisher, vous avez plusieurs types de fans. Vous avez les fans comme moi qui sont en mode c'est un super-héros, un justicier, un méchant, on sait pas trop, il y a tellement de nuances en lui, c'est un personnage tellement complexe qui n'est pas juste de tuer mes sangs, c'est un personnage brisé, qui a perdu sa famille, qui a perdu la foi, qui a perdu l'espoir, qui marche à tellement de degrés politiques différents, et en même temps, il défonce des gros méchants, il les bute, et ça c'est toujours un petit peu fun. Ensuite, t'as les gens qui disent bagarre, trop bien. Et ensuite, tu as les gens qui n'ont pas compris le personnage de Punisher, notamment des espèces de gros mascus, souvent un peu d'extrême droite, et qui récupèrent cette figure du Punisher pour en faire un symbole un peu du fascisme. Et honnêtement, quand on connaît pas le Punisher, on pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est que ce facho qui veut buter des criminels à main nue? C'est vrai. Et d'ailleurs, dans le dialogue que je vous ai montré, ça fait quand même, je l'ai revu hier, ça fait quand même un peu extrémiste sur les bords. Et c'est toute la question que pose cette saison, en fait. C'est que là où Daredevil, même s'il va dérouiller des criminels vraiment de façon vraiment illégale, lui, il les laisse en vie. Parce que, c'est ce que dit cette scène, c'est que, en fait, il y a toujours à l'intérieur, même d'un criminel, il y a toujours une étincelle. Et c'est bon, ça c'est le côté catholique de Daredevil, parce que Daredevil est catholique, ça a beaucoup d'influence sur le scénario d'ailleurs. Il croit en la paix divine en fait. Il croit en la rédemption. Il croit au pardon. Là où Frank, qui a perdu sa famille, lui est vraiment de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas d'espoir possible. Pour lui, c'est la haine. La haine, la haine, la haine. C'est vraiment tuer les criminels pour pas qu'ils ne recommencent. C'est un débat qui a... On peut en débattre pendant des milliers et des milliers d'années. Je ne vous donnerai pas mon opinion sur ce genre de choses, parce que voilà, je ne suis pas un gros facho, je vous précise. Mais c'est vrai que on peut se poser la question de la récidive chez les criminels. Et c'est là tout le nœud de cette saison, c'est qui a raison, Daredevil ou le Punisher. Bon, voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est beaucoup plus mature que... Après, Daredevil, ça a toujours été très mature, mais honnêtement, déjà cette scène est d'un acting impeccable, le doublage français est d'ailleurs super, donc voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Je peux passer à la scène d'après. What happened to the Flag Smashers? When will the government make you Captain America? What do we call you? Is it so Falcon? Is it Captain Falcon? Sam, thank you so much. From all of us. Sincerely, you did your part in dealing with those terrorists, now we'll do ours. Are you still going forward with resetting the borders? Our peacekeeping troops will begin relocating people soon. The terrorists only set us back a bit. You have to stop calling them terrorists. What else would we call them? Your peacekeeping troops carrying weapons are forcing millions of people into settlements around the world, right? What do you think those people are going to call you? These labels, terrorist, refugee, thug, they're often used to get around the question why. Those settlements that happened 5 years ago, do you think it is fair for governments to have to support them? Yes. And the people who reappeared only to find someone else living in their family home, they just end up homeless? Look, I get it, but you have no idea how complicated this situation is. You know what? You're right.
And that's a good thing. We finally have a common struggle now. Think about that. For once, all the people who've been begging, and I mean literally begging for you, to feel how hard any given day is, now you know. How did it feel to be helpless? Now, if you could remember what it was like to be helpless and face a force so powerful it could erase half the planet, you would know that you're about to have the exact same impact. This isn't about easy decisions, Senator. You just don't understand. I'm a black man carrying the stars and stripes. What don't I understand? Every time I pick this thing up, I know there are millions of people out there who are going to hate me for it. Even now, here, I feel it. The stares, the judgment. And there's nothing I can do to change it. Yet I'm still here. No super serum, no blonde hair or blue eyes. The only power I have is that I believe we can do better. We can't demand that people step up and we don't meet them halfway. You control the banks. Shit, you can move borders. You can knock down a forest with the email. You can feed 1 million people with the phone call. But the question is, who's in the room with you when you're making those decisions? Is it the people you're going to impact? Or is it just more people like you? I mean, this girl died trying to stop you. And no one has stopped for 1 second to ask why. You've got to do better, Senator. You've got to step up. Because if you don't, the next Carly will. And you don't want to see 2.0. People believed in her cause so much that they helped her defy the strongest governments in the world. Why do you think that is? Look, you people have just as much power as an insane god or a misguided teenager. The question you have to ask yourself is, how are you going to use it? Quelle scène, mais quelle scène! Alors déjà, il faut que je vous dise un truc rapport à Marvel. Comme vous le savez, depuis Endgame, donc depuis 2019, donc depuis 6 ans maintenant, on a beaucoup de fans de Marvel qui ont plus ou moins quitté le navire et qui critiquent les projets Marvel, parfois même avant même la sortie du projet en question. Et vous remarquerez que tous, et je dis bien tous les projets Marvel ou DC Comics qui sont critiqués, c'est parce qu'il y a des minorités dans le lot. Ce n'est que de l'extrémisme. Regardez. En fait, Marvel, ça allait jusqu'aux Éternels, à peu près. Éternels, c'est là où ça a chié. Bon, Éternel est pour moi un film nul à chier, mais pas pour les raisons que disent les gens. C'est-à-dire que ce qui a été reproché, c'est... maintenant, chez Marvel, il y a des homosexuels, il y a des asiatiques, il y a beaucoup de personnages féminins. Il pue un peu la merde, ce film. Alors, moi, j'ai détesté le film, mais rien à voir avec ça. C'est juste que c'est un mauvais film. Rien à voir avec le fait qu'il y ait des femmes. Pareil, Faucon et Soldats de l'hiver avaient fait, pas polémique, mais les fans de Marvel étaient un peu dubitatifs de alors maintenant, Captain America, c'est un homme noir. Pas tout à fait normal, ça, je trouve. Pareil, She-Hulk. Voilà, il y a des personnages féminins, le personnage principal est féminin, donc ça fait chier les gros mascus. What If, pareil, What If, on a plein de nouveaux personnages féminins, notamment Captain Carter, le GOAT. Eh bien, les gros mascus sont en train de chialer. Pourquoi ils ont donné tant de pouvoir à Captain Carter? C'est pas tout à fait normal. The Marvel, un trio féminin, notamment une femme pakistanaise, une femme noire. Bah là, forcément, les mascus, ils sont en PLZ. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que c'est toute la question qui est posée dans ce monologue sublimement interprété par Anthony Mackie. Et moi, qui suis, vous le savez, je suis Captain Hellboy, je suis le plus grand fan nucléaire de l'espèce humaine de Captain America. C'est pour moi le plus grand super-héros jamais écrit.
Alors quand on me dit, alors en fait, Sam Wilson, c'est un homme noir, il peut pas être Captain America. C'est du racisme. C'est du racisme. Quand Captain America, c'était un symbole. Captain America, ce n'est pas Steve Rogers. C'est son identité secrète, Steve Rogers. Vous voyez ce que je veux dire? Captain America, c'est le costume, c'est le symbole, c'est toute l'aura qui va avec. Donc, dans les comics, il y a Œil de Faucon, enfin Clint Barton, il y a Sam Wilson, il y a même Bucky qui est devenu Captain America pendant un temps. Donc, commencez pas à dire non, en fait, ça suit pas les BD, hein, c'est pas bien. Vous ne savez rien, vous ne savez rien, vous ne savez rien. J'avais besoin de relâcher un peu ma haine. Donc, dans cette série Faucon et Soldat d'hiver, qui est sublime, d'ailleurs, toute la trame un peu narrative de Sam, c'est que là où le soldat d'hiver essaye de trouver la rédemption et de s'excuser auprès des personnes qu'il a tuées, enfin, du coup, la famille des gens qu'il a tués par le passé, eh bien, en tant que soldat d'hiver, eh bien, en fait, Sam, lui, a rendu le bouclier après que Steve lui ait donné, parce que c'est tellement un héritage et un symbole lourd à porter pour, non seulement la planète, enfin le lore Marvel, mais aussi pour lui-même. C'est-à-dire que le gars, il se dit « Attends, moi j'étais le Faucon, j'étais un super-héros de seconde zone un peu, ok, j'étais dans les Avengers, mais vas-y, je volais, j'avais des pistolets, là maintenant je me retrouve Captain. Attends, oh, pas de pression, hein. En plus j'ai pas de super sérum et tout. » Et donc, toute la série, c'est Sam qui essaie de se montrer digne de l'héritage du Captain, jusqu'à ce dernier épisode où il arrive avec ce superbe costume absolument magnifique, et où il dit littéralement à les politiciens, alors vous avez vu le speech en anglais, mais moi je vous le traduis avec mes mots, c'est en mode allez, vous me cassez les couilles, là vous branlez rien, en fait vous essayez juste d'enrichir les gens comme vous, alors que le peuple est en train littéralement de crever, vous manipulez tout le monde pour parvenir à vos propres besoins, et là vous me dites que non, je peux pas comprendre et tout. Gars, je suis un mec renois qui porte le costume de la bannière étoilée. Qu'est-ce que je comprends pas? Genre vraiment. Et là, vous voyez dans l'extrait que je vous ai montré, tout le monde est en mode ouais, il a des couilles ce mec, et en plus c'est télévisé et tout. Donc, encore une fois, Marvel c'est pas woke, ça l'a toujours été. Toujours. Ça a toujours été politique, les super-héros. Bref, et donc c'est une scène que j'aime beaucoup, et qui a beaucoup plus d'implication et de maturité que ce qu'on veut bien nous faire croire que c'est des gens en costume qui tuent des méchants. Non, parce qu'il y a des implications sociologique, mondial, politique, à plein de niveaux différents. Qu'est-ce que ça représente en 2000, du coup c'était en 2020, mais maintenant en 2025, avec la sortie du prochain Captain America, qu'est-ce que ça représente d'avoir un homme noir qui porte le costume de Captain America dans un pays où Donald Trump a été élu? Vous avez 4 heures pour répondre à cette question. Hein? Donc c'est pour ça que moi j'ai très très hâte du prochain Captain America, parce que je pense que ça va être très politique, très engagé, et que ça va poser plein de questions et ça va taper là où ça fait mal, comme on dit. Donc ouais, c'est bien plus mature que ce qu'on peut nous faire croire. It turned out it was the best round of my life because after 13 hours of surgery and a triple bypass, I found something 40 years in the Army never taught me. Perspective. The world owes the Avengers an unpayable debt. You have fought for us, protected us, risked your lives. But while a great many people see you as heroes, there are some who would prefer the word vigilantes. And what word would you use, Mr. Secretary? How about dangerous? What would you call a group of US-based, enhanced individuals who routinely ignore sovereign borders and inflict their will wherever they choose, and who, frankly, seem unconcerned about what they leave behind? New York. Washington, D.C. Sokovia. Lagos.
Okay, that's enough. For the past 4 years, you've operated with unlimited power and no supervision. That's an arrangement the governments of the world can no longer tolerate. But I think we have a solution. The Sokovia Accords, approved by 117 countries, it states that the Avengers shall no longer be a private organization. Instead, they'll operate under the supervision of a United Nations panel only when and if that panel deems it necessary. The Avengers were formed to make the world a safer place. I feel we've done that. Tell me, Captain, do you know where Thor and Banner are right now? If I misplaced a couple of 30 megaton nukes, you can bet there'd be consequences. Compromise, reassurance. That's how the world works. Believe me, this is the middle ground. So, there are contingencies. 3 days from now, the UN meets in Vienna to ratify the accords. We'll talk it over. And if we come to a decision you don't like? Then you retire. En 5e position, la scène du contrat dans Civil War, enfin du contrat, des accords de Sokovie. Bon, là on arrive à un stade où Marvel, tout est banger, on est d'accord. C'est ce que je disais quand on parlait de Batman vs Superman tout à l'heure. Les super-héros doivent-ils travailler pour le gouvernement? Bon. Oui ou non? La réponse est évidemment que non. Là vraiment, pour le coup, si pour Daredevil et la peine de mort, je prenais pas parti, là je vais clairement prendre parti. Les super-héros ne doivent pas travailler pour le gouvernement. Mais aucun gouvernement, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique, la Chine, aucun. Les super-héros doivent être des gens du peuple. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été créé à la base. Les super-héros, ça vient du peuple. Peter Parker, Bruce Banner, c'est des gens qui viennent... C'est des gens lambda, en fait, des gens classiques, si j'ose dire. Donc voilà. Toute la question, c'est que donc le général Ross, le sous-secrétaire d'État, montre aux Avengers leurs dernières interventions. Avengers 1, Avengers 2, Washington, donc Captain America 2, le Laos. Bon. Mais là, si on pousse encore un peu plus la réflexion, le général Ross utilise ses aimants pour dire oui, alors vous avez sauvé des gens, hein, je traduis avec mes mots évidemment, vous avez sauvé des gens, c'est génial. Pour beaucoup de gens, vous êtes des super-héros et franchement, on vous doit une fière chandelle. Néanmoins, vous avez quand même commis pas mal de dégâts. Donc, travaillez pour l'ONU. Bon, déjà, il faut aller se faire foutre à un moment donné. Mais si on cherche un peu plus profond que ça, c'est que les images qu'il utilise, le général Ross, la bataille de New York dans Avengers 1, si le Shield n'avait pas fait des expériences sur le cube, Loki serait pas venu le chercher, il n'y aurait pas eu les Chitauri, il n'y aurait pas eu les Avengers. C'est QFT, donc il n'y aurait pas eu tous ces morts. Pareil, Avengers 2, non bon, Avengers 2 c'est la faute de Tony Stark, clairement on met ça de côté. Mais Captain America 2, les héliporteurs qui se tirent dessus, ça a été fait par Captain et ses alliés parce que le Shield avait été gangréné par des nazis. Et oui. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer en Amérique. Ils sont en train de revenir. C'est un autre sujet. Toujours un peu engagé, le Captain. Donc voilà. Et donc du coup, forcément, le gouvernement qui voit que beaucoup, enfin en tout cas pas mal des interventions des Avengers sont faites pour, entre guillemets, ramasser, réparer un peu les problèmes causés par les divers gouvernements, notamment américains, ils se disent, les gars, en fait... Quand les Avengers combattent, ça expose un peu nos failles et nos problèmes au grand jour, encore une fois. Pourquoi les Avengers ils vont dans un pays pour sauver des gens, alors que nous, on n'y a pas été? Oui, mais parce que les frontières, parce que c'est politique, parce que machin. C'est ça, l'ADN même du super-héros, on s'en bat les couilles des frontières, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, il y a un méchant, on va le combattre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et
forcément, et c'est d'ailleurs tout ce que répond Captain America, c'est dans la scène d'après, c'est et si nous on veut aller intervenir dans un endroit où vous nous dites pas, ou est-ce que inversement vous nous dites d'intervenir dans un endroit où on juge que c'est pas nécessaire? En fait, la bataille ne devient plus une bataille pour la survie des gens et pour faire le bien, mais ça devient une arme politique. Les super-héros deviennent une arme politique, comme le devient Iron Man dans ce film. Il travaille pour le gouvernement, il est avec le gouvernement, comme l'a été War Machine, et résultat, War Machine d'ailleurs perd ses jambes. Donc, voilà, c'est surtout un moyen, en fait, parce qu'on dit, le général Ross nous dit, oui, vous allez travailler sur un comité de l'ONU, sauf que l'ONU est quand même à grande majorité dominée par l'Amérique, la Russie, le Japon, la Chine et la France, et la Grande-Bretagne. Mais est-ce qu'on a véritablement envie, en tant que super-héros, d'être, entre guillemets, dirigé par ces puissances? Pas tant. Honnêtement, pas tant. Franchement, pas tant. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de se poser la question. Alors certes, le film a des grosses scènes de bagarre, ça tape dans tous les sens avec plein de costumes et plein de pouvoirs, et on adore ça, c'est un bonheur. Mais la question reste la même, dans le fond. Les super-héros doivent-ils travailler pour le gouvernement? La réponse est non. Évidemment que non. Avez-vous envie de travailler pour Macron? Je ne pense pas. Enfin, dans un contexte de super-héros, encore une fois. Bref, on passe à la prochaine scène. Mercredi 6 novembre. La ville est sous les eaux. La garde nationale va débarquer. La loi martiale a été décrétée. Mais les malfaiteurs ne dorment jamais. Les pillages et les désordres seront légion dans les quartiers inaccessibles de la ville. Je sais d'avance que les choses vont empirer avant de s'améliorer. Et certains en profiteront pour accaparer tout ce qui leur tombera sous la main. Nous reconstruirons, mais plus que notre ville. Nous devons reconstruire la confiance en nos institutions, en l'ensemble de nos élus, entre nous tous. Nous allons tous ensemble réapprendre à croire en Gotham. Mademoiselle Réal! Je commence à voir que j'ai bien eu un impact. Mais pas celui que j'escomptais. La vengeance ne changera pas le passé. Ni le mien, ni celui des autres. Il faut que je sois plus que ça. Les gens ont besoin d'espoir. De savoir que quelqu'un est là pour eux. La ville est en colère. Meurtrie. Comme moi. Nos meurtrissures peuvent nous détruire. Même quand les plaies physiques ont cicatrisé. Mais si nous n'y succombons pas, elles peuvent nous métamorphoser. Nous donner la capacité de tenir bon et la force de nous battre. Et la dernière. Alors cette scène, je vous ai pas mis la scène, je vous ai plutôt mis l'audio, les dialogues. Bon, The Batman est un pur chef-d'œuvre de cinéma, je vous l'ai déjà répété environ 60 milliards de fois. C'est peut-être le film que j'ai le plus analysé dans ma vie de cinéphile, n'est-ce pas? J'en ai parlé quand il était sorti au cinéma, j'en ai parlé dans mon top film 2022, j'en ai reparlé parce que j'avais fait une vidéo analyse du film. Enfin, vraiment, c'est un film que j'adore par-dessus tout. Robert Pattinson, Colin Farrell, tout le monde est génial, ce film est super. Mais le film, encore une fois, est très politique et il parle à plein de sujets différents, à plein de niveaux différents. Il parle de criminalité, il parle de pauvreté, il parle des riches qui s'en foutent plein les poches pendant que les pauvres sont en train de crever littéralement la dalle ou deviennent des drogués. Et ben finalement, ils finissent par se faire tuer par ces mêmes pauvres. Bizarre. Et la figure de Batman devient dans ce film une véritable figure démoniaque,
presque ténébreuse, comme j'avais dit dans ma vidéo, mais regardez ma vidéo, voilà, et finit par devenir une figure de lumière qui passe de statut de justicier au statut de super-héros. C'est deux choses particulièrement différentes qu'il faut bien saisir la nuance, même si elle est mince. Et donc dans ce monologue de fin, déjà le monologue de début, vraiment, en fait, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre les deux, entre le monologue d'intro et le monologue de fin. Le monologue d'intro, c'est vraiment Batman qui dit « Je suis dans les ombres, je suis dans la nuit, et moi, si t'es un criminel, je te baisse ta mère. » Genre, la ville, elle est peut-être cassée, mais moi, je vais la réparer. Le monologue de fin, c'est « Ok, j'ai compris. Je dois devenir quelqu'un de meilleur, je dois aider les gens, je dois pas laisser échapper ma colère et péter la gueule à tout le monde. Je dois juste aider les gens comme je le peux et comme je le dois, surtout. C'est ça qui est important. » C'est une interprétation, évidemment. Hein. Et une phrase que je trouve, moi, qui reste en moi depuis vraiment, depuis que j'ai vu le film, c'est nos cicatrices, nos meurtrissures peuvent nous détruire, mais si on survit à ça, elles peuvent nous donner la force d'endurer. Alors évidemment, si vous avez vécu des traumas dans votre vie, réfléchissez à cette phrase, ça peut peut-être vous aider un petit peu. Donc voilà, c'est pour moi, ces 5 scènes que je vous ai montrées, ça prouve que, bah non, les super-héros, c'est pas juste boum boum tam tam, pistolet, laser et bagarre. Non, ça a des implications sur plein de sujets, à plein de niveaux différents, et c'est beaucoup plus mature que ce que vous pensez. Hein. Alors évidemment, il y aura toujours des détracteurs pour dire réponse à Captain Melboy, il a tort. Je vais vous montrer pourquoi il a tort, parce que gna 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 gna. Venez pleurer dans mes commentaires, je vous en prie, je vous attends de pied ferme. Bref, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt, et bientôt Captain America. Peace.